Merci d'être là. Et puis, nous avons aussi en visio, est-ce qu'ils sont avec nous? Ils ne sont pas encore en visio. Nous aurons tout à l'heure, si tout va bien, Julie Girard, qui est philosophe et écrivaine, qui est à New York, et aussi Bertie Toledano, présidente de BETC, coprésidente de l'Association des agences conseils en communication. Pierre Louette, donc, qui est le président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien. Merci d'être là, Pierre. Et donc, Micode, de son vrai nom, Michael de Marliave, youtubeur. Si vous êtes un fan des réseaux sociaux et de l'influence, vous connaissez sans doute Micode, qui fait beaucoup de vidéos avec sa chaîne sur l'informatique, la cybersécurité, les enjeux du numérique. Et tu totalises plus d'1 200 000 abonnés, je crois, voire plus. Ça fait 2 millions sur les deux chaînes. Ouais. 2 millions sur les deux chaînes. YouTube et YouTube. YouTube, il y a deux chaînes. C'est ça. Et tu cartonnes aussi avec tes podcasts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se poser justement ces questions sur l'IA, la main invisible du faux, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces inquiétudes avec cette intelligence artificielle qui est arrivée très vite, hein, Pierre. Hein. Il y a encore 18 mois, ChatGPT n'existait pas, ou en tout cas n'était pas, on va dire, médiatisé. Et puis, cette interface magique est arrivée où on posait des questions, on avait des réponses qui étaient, pour la plupart du temps, pertinentes et qui ont suscité pas mal d'interrogations, même dans notre milieu. Je suis journaliste, vous êtes à la tête de rédactions prestigieuses et forcément, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce métier du média, on va dire écrit, vidéo, radio, est chamboulé par cette technologie, à votre avis ? Oui, alors, sur l'intelligence artificielle, il faut être honnête. Générative, attention. Hein, parce que plusieurs IA. Il y a deux catégories. Il y a ceux très, très honnêtes comme moi qui disent que ça fait assez peu de temps en fait, que j'essaie de comprendre mieux de quoi il s'agit. Et puis il y a ceux qui vous disent que ça fait 30 ans que je suis dedans. En fait, il y a plein de couches d'intelligence artificielle. Nous, dans notre groupe, ça fait des années effectivement qu'on utilise des mécaniques d'intelligence artificielle interprétative. Oui, quand on fait de l'analyse de churn, c'est-à-dire le nombre d'abonnés qu'on gagne, qu'on perd, il y a des interprétations, il y a des chaînes interprétatives, donc voilà. Mais la générative, mettons, depuis novembre 2022, c'est apparu, et en un mois, je crois qu'il y a eu 100 millions d'utilisateurs de ces interfaces conversationnelles. Alors moi, une chose qui me saute aux yeux, j'espère qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que ça change énormément la façon dont on interagit en fait avec la recherche d'informations. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps aussi. Le nombre moyen de mots dans une requête sur Google, moi ça m'a étonné, je ne savais pas ça, ça serait 1,6. Donc en fait, les gens demandent un nom de pays ou sexe éventuellement, parce qu'apparemment ça reste la requête la plus fréquente. Donc ça fait peu de mots. Les LLM, c'est conversationnel. On pose une longue question. D'ailleurs, on peut demander à l'intelligence artificielle générative de vous dire comment poser la question pour avoir la meilleure réponse possible. Et plus elle est précise, cette question, plus on aura une réponse pertinente. Donc on est dans la conversation. Alors je trouve que le fait d'être dans la conversation, ça permet de renouer avec quelque chose qui remonte à des centaines de siècles. Chez les hommes, c'est la conversation. Et cet art de la conversation-là, je pense qu'il peut être enrichi, on peut renouer avec ça dans l'IA. Donc ça c'est bien. Alors comment ça change le rapport à l'information ? À peu près de toutes les façons. Justement, pour la raison que je viens d'indiquer, on peut avoir une réponse beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée, structurée, au fond. On peut apprendre à poser des bonnes questions, ce qui, au fond, reste aussi l'apanage des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste, mais c'est vrai que j'ai l'honneur de diriger des grandes maisons. Enfin, il y a 750 journalistes dans le groupe, donc ça fait beaucoup. Ça renouvelle ça, mais ça renouvelle pour les journalistes sa façon de travailler. La doc, la recherche, l'analyse des sources, tout ça peut être fait de façon absolument massive par l'IA interprétative et générative. Et après, il y a quand même la surcouche d'intelligence humaine qui, pour moi, n'est pas à ce stade-là véritablement mise en cause. Moi, j'appelle souvent ça, l'intelligence artificielle, un exhausteur d'intelligence humaine. Ça permet de mettre en valeur la différence de l'humanité, c'est-à-dire la capacité à chercher un angle nouveau, avoir une source. On se parle tous les deux, j'obtiens une info, elle n'est pas encore captée dans les bases de données, elle n'est pas encore interprétée, donc ce sera quelque chose de nouveau. Et puis peut-être la capacité à inventer la suite. Moi, c'est ce que j'aime bien dans la vie en général, c'est se dire quelle est la partie où on va aller maintenant, qui n'a pas été écrite avant.
interpréter une masse de données considérable, 10 puissance 13, les volumes sont absolument massifs, c'est faire la meilleure synthèse possible de tout ce qui s'est passé. Mais comme on disait jadis, la prospective, c'est un futur mort. La prospective, c'est essayer d'imaginer des choses à partir du passé. Il va toujours se passer quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, effectivement, l'actualité, malheureusement, souvent, c'est assez cruel et tragique, mais elle déjoue tout ce qui a été imaginé avant. Il se passe quelque chose qui n'était pas imaginable. Voilà, donc on en est là. On a plein d'outils à notre disposition. Dans le groupe Les Échos Parisiens, pour finir, je ne vais pas être trop long, mais on a tout de suite, il y a un an bientôt, fait une petite charte éthique en disant... Un manifeste? Oui, voilà, en disant on ne publiera pas d'articles qui seraient entièrement produits par de l'IA générative. Il y aura toujours une couche d'humain, une couche de relecture ou une couche d'écriture. Quand vous dites, excusez-moi, entièrement, ça veut dire que on peut avoir exemple. un brouillon fait par une IA générative, corrigé par la main de l'homme? C'est ça? Disons que l'homme ou la femme, à égalité, les deux auront tendance à dire telle partie du boulot, elle sera quand même mieux faite par une machine. Donc ça, on va laisser faire. Je prends un exemple. Chez Investir, qui est un de nos titres financiers, qui intéresse quand même pas mal le MEDEF, j'imagine, en général, on a Investir, Boursier, Mieux Vivre. Je vous invite à vous abonner à l'ensemble de ces publications. On a, par exemple, mis en place un système pour surveiller les déclenchements de franchissement de seuil. Bon. Alors, on pourrait avoir des bons hommes qui regardent tous les déclenchements, mais avoir une intelligence, un programme qui, à partir de là, dit il y a là franchissement de seuil, et donc génère une sorte de premier corps d'article, ça on peut le faire, et on a quelqu'un qui relie, qui ajoute éventuellement quelque chose, qui dit ben, ce franchissement, il faut le mettre dans tel contexte, ça éclaire la stratégie de tel conglomérat qui veut s'étendre. Voilà. Mais en tout cas, la génération d'une sorte de base peut être automatisée, et après on le fait séparer pour, je pense, des contenus qui sont liés à l'hippique, à des résultats sportifs. On peut avoir une sorte de routine informatique qui vous génère un premier contenu, et ensuite un enrichissement. Ça va à mon avis dans le bon sens, c'est-à-dire donner aux femmes et aux hommes de la rédaction, et aux femmes et aux hommes en général d'ailleurs, donner la production de la valeur ajoutée, et plutôt accélérer la résorption d'un problème qui est de l'ordre d'une routine ou quelque chose d'assez récurrent. Très bien, je crois qu'on a réussi à se connecter avec Julie Girard qui doit être avec nous en visio. Bonjour Julie. Est-ce que Julie est là ? Non, visiblement, elle ne nous entend pas ou on ne l'entend pas. Est-ce que Bertie... Vous devriez m'entendre. Ah, ben voilà, ça y est, on vous voit et on vous entend. Bonjour Julie, ravi. Bonjour. Vous êtes donc à New York. Vous êtes philosophe et écrivaine, auteur des Larmes de Narcisse, qui est paru chez Gallimard en février, et puis du Crépuscule des licornes qui est sorti un petit peu plus tôt. Vous êtes franco-américaine et vous évoquez la technologie et ses dérives dans vos livres. Hein. Vous parlez beaucoup de VR, d'intelligence artificielle. On peut lire aussi vos tribunes dans le Figaro. Je vais vous présenter aussi Bertie Toledano qui est avec nous aussi. Bonjour Bertie. Vous êtes présidente de BETC, qui est une grande agence de publicité, et vous êtes coprésidente de l'Association des agences conseils en communication. Voilà, tout le monde est enfin réuni. Julie, peut-être enchaîner avec vous. L'intelligence artificielle, vous en parlez dans vos romans, mais est-ce que vous l'utilisez finalement? Est-ce que c'est un outil, on va dire, de création quand on est écrivaine? Alors non, c'est pas un outil pour moi de création, c'est un outil de réflexion, c'est certain, puisque mes livres sont nourris d'intelligence artificielle. Mon premier roman portait sur le développement d'un implant cérébral, comme le fait la société d'Elon Musk, et le deuxième sur le développement des mondes métaverses. Donc je réfléchis beaucoup à ces problématiques sous un angle à la fois littéraire et philosophique. Mais je ne l'utilise pas pour écrire. Alors d'abord parce que je crois vraiment que en tout cas, mes romans sont ancrés dans de l'anticipation. Donc, j'essaie de réfléchir aux problématiques de demain. Et donc, je ne pense pas que l'outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT ne puisse écrire pour l'instant des livres de cette nature. Mais c'est tout à fait fascinant, en tout cas d'un point de vue littéraire. Ce qui est intéressant, c'est que vous confrontez aussi beaucoup la réalité et le faux de l'intelligence artificielle. Et vous dites que parfois la frontière est assez ténue. L'idée, c'est d'arriver toujours quand même à distinguer le vrai du faux dans notre monde et le vrai monde. Je crois que c'est de plus en plus difficile, comme l'a montré notamment l'émergence de Sora de OpenAI. Il devient extrêmement compliqué aujourd'hui de faire la part des choses entre le réel et la fiction. Je crois que la frontière se brouille sérieusement. Il existe des techniques qu'on appelle de watermarking, qui sont un tatouage numérique des vidéos, par exemple.
mais des études récentes, notamment une étude de décembre 2023 qui a testé 13 outils de la sorte, montre que dans 80% des cas, l'authenticité est prouvable, mais il reste 20% des cas où on est incapable de dire si ce qu'on observe est réel ou créé par l'intelligence artificielle. Et je crois que ça va avoir un impact gigantesque sur notre société, non pas seulement parce que les fake news existent depuis longtemps, mais je crois aussi que ça va changer notre rapport au monde, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, étant dans un monde où l'authenticité est parfois indécelable, on va se retrouver à échanger ou à vivre avec des avatars qui auront toute la force de la réalité. Et donc, par conséquent, ça va changer clairement notre rapport au monde. Très bien. Pierre Louette, justement, on évoquait un sujet en tant que patron de presse qui est très important, c'est évidemment la fausse information. Les deepfakes, et on voit à l'approche d'échéances électorales importantes là aux États-Unis, élections européennes, etc. Voilà, on voit beaucoup de choses pas toujours très jolies à voir sur les réseaux sociaux, qui sont parfois tellement vraisemblables qu'on peut même hésiter nous-mêmes. Comment justement démêler le vrai du faux, quasiment la même question que je posais à Julie il y a quelques instants. Mais Julie l'a bien évoqué. Enfin, moi, j'aime bien citer un propos d'Hannah Arendt, qui était une philosophe déjà ancienne aujourd'hui, mais qui disait qu'au XXe siècle, la vérité était devenue un objet de discussion. Donc, et ça, c'était bien avant qu'on parle d'IA. On a vu des réécritures de l'histoire, on a vu des photos maquillées avec des disparitions de tel ou tel personnage qu'on ne voulait plus voir figurer sur la photo. Bon, et là, maintenant, tout ça, c'est massifié. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut produire des gens avec des fausses voix, qui parlent toutes les langues étrangères du monde, des visages sur des corps. Enfin bon. Ça pose un problème constant qui est cette construction d'artefacts et de vérités, entre guillemets, alternatives qui sont fausses. Et puis, il y a aussi même des hommes politiques, on ne va pas les citer, qui ont parlé d'alternative facts. Enfin, c'est-à-dire, il y a les faits et puis il y a une autre vision. Bon. Donc, je pense qu'on a mélangé un moment, c'est une sorte de conspiration, en fait, mais qui n'était pas l'objet d'un petit groupe, mais entre l'émergence de technologies très puissantes et l'émergence d'un discours assez puissant qui est un discours complotiste. Et les deux choses ont coïncidé et se sont nourries l'une l'autre. On peut imaginer qu'il y a quelque part d'autres technologies, on peut imaginer qu'il y a une autre dimension de la vérité. Je trouve que l'échec, en tout cas pour le moment, du métaverse est une bonne leçon aussi, parce qu'on a aussi imaginé aller vivre dans un autre monde avec des représentations de nous-mêmes. Pour ceux qui ont été dans des Centraland ou ailleurs, ils ont rencontré personne. En fait, c'était quand même un monde particulièrement peu plaisant. C'est pour ça que ça n'a pas pour l'instant terriblement pris. Et maintenant, on est bien de retour dans notre monde avec nos élections, l'élection du monde américaine et d'autres élections à venir en Europe et ailleurs, et cette confrontation aux faits et à la vérité. Alors, du côté des journalistes, il y a quand même un travail qui est permanent dans lequel ils ont été instruits depuis leur formation initiale, qui est de chercher tout le temps à vérifier. Je voyais aux États-Unis il n'y a pas longtemps les gens de Reuters ou de Associated Press, et c'est pareil à l'AFP. On n'écrit pas si on n'a pas 2 ou 3 sources vérifiées avec des personnes, des vraies personnes qu'on a rencontrées, auxquelles on a parlé ou qu'on connaît et qui ont pu confirmer. Dans nos journaux, c'est sensiblement la même chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'informe beaucoup par les réseaux sociaux. Twitter est une source d'information qui est importante et qui, pour la plupart du temps, est vrai. Quand on dit on s'informe beaucoup, c'est vrai que chacune d'entre nous y passe du temps, mais il y a dans les réseaux sociaux des zones, pardon de défendre ma paroisse si j'ose dire, mais des zones qui sont un peu plus safe, si on veut dire, un peu plus solides, qui sont la façon dont les médias classiques, entre guillemets, qui ont des rédactions de journalistes professionnels et qui ont cette éthique et cette déontologie, sont représentés. Et nous, évidemment, le Parisien est très présent dans TikTok, on est présent massivement dans Facebook, les Échos dans LinkedIn, enfin bon, dans tous ces réseaux, un titre ou un autre, on est représenté. Je pense que de plus en plus, on saura qu'on peut aller se référer là. On est d'ailleurs l'objet du départ des conversations. Souvent, on dit « tu as vu ça dans tel ou tel journal ?» et à partir de là, la conversation continue. Et il y a par ailleurs des commentateurs et des influenceurs et des médiateurs aussi qui sont, pour moi, tout à fait autorisés justement à travailler sur ces faits, à partir des fournisseurs de faits et à entretenir des discussions, parce que ça, c'est pas du tout condamnable à mes yeux. Mais dans les réseaux,
évidemment, on le sait très bien, le meilleur côtoie le pire. Voilà. Donc il faut apprendre. Alors de ce point de vue-là, moi j'en reviens toujours à une espèce d'ancienne comme ça répétitive qui est il faut développer la formation, l'éducation aux médias. Dans les états généraux de l'information qui sont aujourd'hui en cours dans ce pays, moi je ne cesse de pousser avec mon ami Pascal Ruffna qui est le patron du groupe Bayard, la Croix, on pousse l'éducation aux médias. Combien d'heures d'éducation aux médias nos enfants de toute forme vont-ils avoir c'est ce qu'on évoquait avec Marina Ferrari juste avant. Mais je pense qu'elle en a parlé. Voilà. Oui. Comment peut-on imaginer ne pas être éduqué à une pratique qui va vous prendre 3, 4, 5, 6 heures par jour ? On serait éduqué à plein d'autres trucs qui ne servent pas toujours à grand-chose en réalité, mais ça, pour les médias auxquels on est exposé et auxquels on peut participer d'ailleurs maintenant et interagir, il faut être éduqué, il faut savoir décrypter, il faut savoir lister, classer les sources. Alors ça se développe peu à peu, il y a le CLEMI, l'éducation nationale qui le fait, il faut le faire de plus en plus. Voilà, je pense que c'est toute une éducation. On apprend de ces puissances technologiques massives, on apprend leurs dangers, on apprend leurs chances aussi. On est en train d'apprendre. Moi, je ne suis pas du tout négatif là-dessus. Je pense mais il faut s'engager dans un cycle d'apprentissage approfondi parce que sinon, on est face à des très grandes puissances et effectivement capable de produire du faux. Mais il y aura, j'espère aussi, l'antidote des technologies qui permettront de détecter le faux. On a parlé du watermarking, ça existe en photo depuis longtemps pour aussi créer des droits et faire en sorte que ce que vous avez produit ne soit pas détourné. Aujourd'hui, on a une bataille de ce point de vue-là d'ailleurs, qui est un double aspect. On espère être rémunéré et sinon on sera obligé de passer par des phases contentieuses pour l'ensemble de nos données qui ont été aspirées et capturées par des moteurs d'intelligence artificielle qui se nourrissent. Ça a été le cas pour le Parisien, les Échos. Bien sûr. Et quelle est votre posture sur ce sujet ? Encore une fois, elle est double. Moi, je préférerais entrer dans un rapport dans lequel ce qui a été utilisé ferait l'objet d'une rémunération. Ça paraît quand même la loi de l'économie libérale dans laquelle on est. Moi, ça me va très bien. Et si ces gens-là ne veulent pas rémunérer ce qu'ils ont utilisé et qui n'entrent pas en fait dans cette exception de fair use à laquelle il est souvent fait allusion, eh bien, on sera obligé d'aller devant les tribunaux. C'est le cas d'OpenAI, justement. Le problème de ces intelligences artificielles aujourd'hui, qui est assez fascinant, c'est qu'elles n'ont pas assez de données dont elles pourraient se nourrir. Un des sujets du moment, c'est qu'il n'y a pas assez. Elles cherchent partout pour continuer à alimenter, à entretenir. Ce seraient des athlètes qui auraient besoin d'une quantité de calories démentielle. C'est une espèce de sumo de l'IA. Et puis c'est exponentiel. Et c'est exponentiel. Ouais. C'est intéressant parce que justement OpenAI est attaqué de toutes parts par les droits d'auteur, enfin les ayants droit, notamment l'auteur de Game of Thrones qui suspecte OpenAI d'avoir pompé en fait tout son travail créatif et de l'avoir réinjecté après à tout le monde. Micode, un mot sur ton métier parce que donc on disait tu es influenceur, tu es youtubeur, tu as une énorme audience et quand on préparait cette table ronde, tu me disais que finalement toute cette intelligence artificielle, ça fait longtemps que tu la manipules, elle fait partie en fait de ton process de travail au quotidien. Oui, effectivement, c'était avant tout par passion, par curiosité au début, plus qu'un intérêt purement business. Mais effectivement, depuis le tout début, on est très affûté sur tout ce qui sortait en intelligence artificielle générative. Et aussi parce qu'on a remarqué que c'était le sujet qui intéressait le plus nos audiences sur YouTube. C'est complètement hallucinant la fascination d'abord de l'outil, mais après surtout le contenu qui est produit autour pour les audiences. Et ça se maintient encore aujourd'hui. En fait, le rythme est tellement effréné, il y a tellement de nouveaux articles qui sortent, de nouveaux modèles qui sortent dans le langage, dans la vision, dans l'audio, dans la 3D, que en fait on ne s'arrête jamais d'avoir des nouveautés à traiter. Et donc effectivement ça intéresse énormément. L'intérêt, il est à la fois, ce que je disais, purement de curiosité, de voir quel est l'état de l'art, en fait, mais aussi un autre intérêt que nous on a remarqué qui est très concret ok, je vois des démonstrations qui sont impressionnantes constamment, comment est-ce que je l'applique à ma vie ? Il y a une sorte de... C'est paradoxal parce qu'à la fois il y a beaucoup d'excitation et un peu de frustration, parce qu'on aime bien, de manière un peu grandiloquente, fêter chaque nouveauté, chaque modèle, mais en fait, on se rend compte que c'est pas du tout aussi évident, à la fois pour les entreprises, mais pour tout le monde, d'utiliser ces nouveaux outils dans sa vie, en fait. Que ce soit pour les particuliers, pour gagner du temps, ou que ce soit pour les entreprises. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a ChatGPT qui a été... on va dire un peu qui a révolutionné l'ergonomie de ces intelligences artificielles génératives, parce que tout le monde a pu tout de suite s'amuser ou même travailler avec, mais on se rend compte que après, si on va aller plus loin, là, ça nécessite une formation, une expertise. C'est ça, quand
combien de personnes ont eu cette courbe d'essai, d'excitation de la technologie? J'utilise ChatGPT et au final, à la fin, mon entreprise a pris Copilot, c'est bon, tout le monde l'a. Je l'utilise la première semaine et en fait, je me rends compte très, très rapidement que il n'y a pas de tâches très précises ou alors la technologie n'est pas assez mature en réalité pour m'aider vraiment. Et donc, nous, tout notre travail, ce qu'on essaie de faire depuis le dernier mois, c'est d'identifier, de pas être trop grandiloquent et de vendre du rêve à tout le monde en mode tous les métiers vont disparaître, on va automatiser votre entreprise de A à Z. Et on essaie justement d'éviter ce genre de discours pour plutôt aller trouver en fait les pépites, les endroits très précis, parce qu'en fait je suis assez persuadé, il y a des endroits très précis qui sont pas forcément incroyables, voilà, qui font pas forcément autant rêver, mais où l'IA générative est un vrai gain de temps. Et donc nous on essaie tout et on essaie de dénicher ces pépites. Et alors, je peux vous donner quelques exemples. Mais oui, bien sûr. Mais nous, typiquement, un endroit où on l'utilise pas mal, c'est pour tout ce qui est défrichage. C'est ce que tu disais, c'est que pour générer du contenu final, on est encore très très loin d'avoir des choses pertinentes, au-delà de même des questions éthiques. En fait, juste techniquement, ce serait même pas possible. Et donc, c'est un excellent remède à la page blanche, en fait, pour toutes les personnes qui écrivent, pour les journalistes. Tu peux nous donner un exemple concret donc là, typiquement, on est en train de faire un documentaire sur une ancienne histoire sur Ashley Madison, qui est une des plus grandes fuites de données de l'histoire. Et donc c'est un documentaire cyber. Et typiquement pour défricher ce genre de sujet, nous on utilise des outils d'IA qui vont instantanément crawler des milliers de sources de qualité. Donc il y a un pré-filtre à ce niveau-là. Donc typiquement il n'y a pas de réseaux sociaux, des choses comme ça, mais qui vont venir aller potentiellement sur les Échos ou à d'autres endroits, ou aux Parisiens, pour récupérer un maximum d'informations de qualité en fonction de l'angle qu'on cherche. Donc c'est ça qui est très très intéressant, c'est que habituellement, quand je fais une recherche sur Google, il n'a aucune idée de mon intention. C'est-à-dire que les résultats qu'il me fournit sont un peu personnalisés, mais globalement, on a tous les mêmes. Ils sont assez génériques. Et en fait, là, la nouveauté, c'est que on peut rajouter de l'intention. En fait, on peut dire, ok, moi, je veux traiter ce sujet-là. Mais ce que j'aimerais, c'est non seulement des données, par exemple, sur cette histoire de fuite de données, mais surtout, je suis en train d'avoir un traitement très technique du sujet, et donc j'aimerais que sur ces 1000 articles, tu me fasses seulement ressurgir les plus pertinents, et que tu ailles voire même me chercher les extraits qui traitent de l'aspect technique de l'histoire. Il pourrait y avoir un angle sociologique, par exemple, de ce sujet, et ce pré-travail de l'IA donnerait des résultats complètement différents. Donc ça, c'est un premier usage, c'est vraiment dégrossir en fait. Il y en a d'autres, typiquement dans l'audiovisuel, on l'utilise beaucoup pour générer de l'illustration. C'est un gros problème de beaucoup de gens qui produisent de la vidéo, c'est que parfois les sujets sont très facilement illustrables, parfois ils sont théoriques et ils sont très difficiles à illustrer. Et là, nous, on a conçu des chaînes, des sortes de pipelines, où en fait on va générer de l'image de qualité, l'animer, l'agrandir pour à la fin avoir des sources de données. C'est des images prétextes pour qu'on comprenne, hein, c'est ça. Voilà, c'est des images illustratives évidemment pour que la vidéo soit plus agréable à regarder. Moi, tu parles d'un hacker, tu vas avoir une photo d'un hacker avec sa capuche, etc. Enfin, je schématise au maximum. Non, mais et en fait, cette image-là, tu vas pas la filmer, elle va être générée par l'IA. Exactement. Et en fait, ça vient combler un manque qui est, ça concerne pas du tout ce qui porte sur le réel, etc., où là, on a des facilités pour illustrer, mais ça vient combler un manque qui sont des vidéos qui n'existent pas typiquement sur des banques d'images, parce qu'évidemment, c'est une des ressources, et c'est très bien qu'on puisse rémunérer ce travail-là. Là, on est sur un segment qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous, régulièrement, on a à traiter, on a des illustrations à produire. Donc tu parlais d'un hacker à capuche, mais en Russie, qui est en train de travailler sur un type spécifique de téléphone, de modèle de téléphone. Moi, si j'ai envie d'illustrer ça aujourd'hui, c'est pas facile. Soit je le dessine, mais je ne suis pas très fort en dessin. Faudrait que tu partes en Russie, autrement, c'est un peu compliqué. Soit j'utilise des IA génératives. Et ça, c'est un autre énorme gap qui a été comblé. Donc vous voyez, c'est des trucs super spécifiques. Et en fait, ça c'est pour moi, c'est pour mon entreprise, mais très souvent dans les entreprises de tout le monde, il y a des endroits très spécifiques où il peut y avoir de l'aide. Il ne faut pas se dire que ça va être magique en fait. Donc ça va te condenser les sujets, hein, si on récapitule, et te trouver vraiment ce dont tu as besoin pour construire ton sujet. Ça va t'aider à faire des images d'illustration, comme on dit dans le métier. Est-ce que le son aussi peut être impacté par l'IA ? Oui, alors quand on regarde un peu les courbes, le nombre de papiers publiés, on se rend compte que c'est un peu plus en retard. Il y a eu d'abord les révolutions du texte, ensuite de l'image, ensuite de la vidéo, et le son vient pareil un peu plus tard. Donc il y a une maturité qui commence tout juste à arriver pour générer de la musique, par exemple, ou des effets sonores. Et là, pareil,
la révolution, elle est dans la personnalisation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui fournir typiquement une histoire, analyser cette histoire, lui laisser imaginer quels sont les sons qui pourraient se produire pendant cette histoire. Donc, mettons, il y a une scène où il y a la police qui s'arrête à un hôtel, qui descend et qui ouvre une porte. Et ben lui, il va être capable d'analyser ça et savoir que il faudrait générer un son de sirène, un son de porte qui s'ouvre, des bruits de pas, et derrière, automatiquement... Simplement en lisant, en fait, le script. C'est la magie de combiner des IA génératives. C'est qu'en fait, on utilise d'abord une IA de reconnaissance de la langue, donc un ChatGPT ou des choses comme ça, et ensuite, on utilise des IA génératives d'images ou de sons, en l'occurrence. Et en fait, toute la puissance vient de la combinaison de ces différents blocs pour créer, ce que je disais, des pipelines qui, à la fin, nous aident à générer de la matière première. Et après, toute l'intelligence humaine, elle arrive enfin, en bout de course en général, pour prendre le meilleur de ce qui a été fait, modifier, agencer, interpréter. Et c'est là que la magie se produit. C'est sur cette dernière étape où on est là en salle de rédaction avec des monteurs, des choses comme ça. Et donc en réalité, je suis hyper d'accord avec ta description qui est que ces outils-là, ce sont des décupleurs d'intelligence, si j'ose dire. Et donc c'est plutôt très bénéfique, nous, dans les métiers, même dans les expertises. Tout le monde le voit de manière très bénéfique. Michael, ce que tu dis est évidemment hyper intéressant. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin aujourd'hui dans la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. Tout ça est assez récent, finalement. Ça fait quoi, un an ou deux que tous ces outils existent. Quand on voit avec la vitesse à laquelle ça avance, est-ce qu'on peut dire que dans 5 ans, 10 ans, tu n'auras même plus besoin de la main humaine pour faire tes vidéos? Est-ce que tu peux l'imaginer? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vois tellement d'obstacles, en fait, que c'est pas envisageable? Moi, je suis pas très craintif là-dessus. Dans tous les cas, il y a une question de volonté. C'est est-ce qu'on voudrait faire ça? Ça, c'est une question. Mais même si on la mettait de côté, j'ai assez peu peur d'un futur où tous les contenus seraient générés automatiquement, où on a un Netflix un peu aseptisé, parce qu'à la fin, en fait, ce que vient chercher l'audience, c'est quelqu'un qui parle. Et donc c'est quelqu'un qui parle derrière un article, parce que je cherche de l'aide pour comprendre mieux un sujet, je cherche un expert. C'est quelqu'un qui parle pour me donner des émotions à travers une histoire. Et donc je pense qu'il y aura toujours un côté... On gardera toujours ce côté très aseptisé, insipide, qu'on voit dans toutes les créations purement générées aujourd'hui. Et c'est que la combinaison. Alors est-ce que les rôles vont un peu évoluer? Certainement, mais je pense qu'à la fin, il y aura la magie. Ce que je disais, la magie arrive toujours à la dernière étape. Il y aura toujours le cerveau humain qui validera. Moi, j'en suis persuadé. Ouais. Et en fait, comme tu disais, toutes ces IA génératives, elles permettent de mettre en valeur l'unicité de l'intelligence humaine, en fait, parce qu'elles ne savent pas faire. Et c'est hyper intéressant parce que alors que certains crient au loup et sont très effrayés, en réalité, je trouve que la communauté et la recherche et les experts autour de l'IA sont les gens qui sont en train de découvrir le plus ce qui fait la spécificité des intelligences humaines. Et donc non, moi je suis plutôt optimiste sur la suite. On va questionner Bertie Toledano dans un instant, mais j'avais une dernière petite question et peut-être un échange que vous allez pouvoir avoir tous les deux sur les ayants droit et sur le droit d'auteur finalement. Pierre, vous avez sans doute entendu ce qu'a dit Michael il y a un instant. Il disait je choisis en fait mes médias, en quelque sorte, je prends les médias les plus sérieux, les plus sûrs, et je vais poser une question à cette intelligence artificielle qui va aller crawler dans ces médias-là pour avoir le meilleur en fait. Mais est-ce que tu serais prêt à rémunérer par exemple les Échos, le Parisien, alors je travaille dans le groupe BFM et Le Monde, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une rétribution de la part de tes équipes envers tous ces créateurs de contenu? Actuellement, si on regarde les technologies... Où il y a un flou encore. Si on regarde les technologies intermédiaires, c'est-à-dire que dans tous les cas, la force de ces outils-là, c'est l'agrégation. Et donc, il n'y a pas le choix que ce système-là soit géré au niveau intermédiaire en fait. Et donc c'est typiquement des sociétés comme OpenAI. Nous on utilise par exemple un site qui s'appelle Perplexity qui remplace quasiment nos moteurs de recherche maintenant. Et en fait ces moteurs là actuellement font du crawling sauvage. Et donc je suis désolé si
Non, mais je serais ravi qu'on trouve une solution. Non, Pierre, j'appuie un peu où ça fait mal, parce que c'est typiquement... Non, mais et il le fait sans le savoir, en plus. C'est ça qui est... Enfin, sans le savoir, sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. Mais derrière tout ça, ce contenu, c'est des dizaines de journalistes qui travaillent. Il faut trouver un modèle, en fait. Non, mais je veux dire, il a raison d'explorer. En plus, on est d'accord sur une certaine vision de. Il faut explorer, mais effectivement, à un moment, on retrouve quand même un peu les concepts fondamentaux du droit. Il y a des vrais gens qui ont produit des vrais contenus, qui ont été payés avec des charges sociales, avec un ensemble de contraintes et règles de fonctionnement propres à nos sociétés. Et puis, il y a des droits de propriété intellectuelle. Donc, au début, tout ça s'est fait en utilisant l'exception dite de fouille ou l'exception de... Comme le début du web, finalement, qui était un peu le web, c'était Far West. Oui, le web, on a eu des... Enfin, la création... Parce que, rappelons, vous avez travaillé chez Google, Orange auparavant. Enfin, vous avez... Voilà. La création de Google, c'est quand même des gens qui à Stanford décident ils disent we're going to download the internet, on va downloader, télécharger tous les contenus d'internet dans nos serveurs. Ils font sauter les serveurs de Stanford. Ils disent à partir de là, on a tout récupéré, tout ce qui était sur internet, et maintenant on va l'organiser. Et ensuite on va organiser l'information du monde. Mais à ce stade-là, effectivement, ils ne pensent pas à payer des droits, ils pensent à produire quelque chose. Et je pense qu'ils ont une véritable dimension un peu messianique. On va rendre un service majeur qui est organiser l'information du monde. Ensuite, très vite, ils se rendent compte qu'il faut monétiser. Le mot est affreux, mais il faut émettre de la publicité. Et là se développe l'ensemble des mécaniques qui sont devenues pour moi dominantes et oligopolistiques de Google et de Facebook. Voilà. Et la loi passe par là, et les condamnations et les jugements. Donc, tout ça sera rattrapé par la loi à un moment ou à un autre. Et c'est bien normal, parce que comme vous l'avez indiqué, il faut aussi qu'il y ait des producteurs de contenu premier, et des producteurs qui sont un peu, j'en fais pas des grands prêtres de la vérité, mais des gens qui sont habitués, entraînés, et parfois même c'est le métier, tout simplement, presque un peu assermentés. C'est leur métier de produire des informations, d'aller les chercher. On ne pense pas forcément à celles et ceux qui vont les chercher au plus près des zones de conflit. Et les conflits, ils ne sont pas que, malheureusement, en Ukraine ou en Israël. Ils peuvent être aussi dans différents endroits dans nos pays où ce n'est pas facile d'aller chercher l'information. Les gens le font, ils la produisent parce que ça sert une dimension démocratique. Donc moi, je crois beaucoup qu'il faut rémunérer ces contenus-là en tant qu'ils sont un des socles de la démocratie. Si on a une conversation démocratique qui n'est pas fondée sur des faits vérifiés, elle est biaisée, et puis éventuellement à un moment il n'y en a plus, ou alors à un moment il y a une sorte de méta-conversation fondée sur des faits totalement inavérés et faux. Et ça c'est très dangereux, et même pour ceux comme toi qui développent des nouvelles solutions. Donc je pense que c'est vraiment important de rémunérer ce socle-là. On y arrivera, j'ai pas le moindre doute, ça prend toujours du temps. J'ai toujours la même conversation, ça fait depuis 2006, j'étais PDG de l'AFP à l'époque, que je fais des procès régulièrement. C'est pas la joie de ma vie, mais c'est pour faire rémunérer des contenus. Ça commence toujours par des gens qui vous disent « j'adore l'information ». Voilà, donc ça, je me méfie déjà terriblement. J'aime l'information. Ensuite, ils disent « mais vous représentez une petite fraction minime de tous les contenus du monde, donc vous serez payé de façon minime ». C'était les propos de Google ou de Meta, notamment, il y a quelques années. Vous pouvez les mettre dans la bouche de tous ces géants-là. Et à la fin, ils ont quand même commencé à payer. Merci Pierre. Est-ce que Bertie Toledano nous entend en visio? Bertie? Oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. Je disais tout à l'heure, présidente donc de BETC, coprésidente de l'association des agences conseils en communication. Voilà, on parlait de création, de créativité tout à l'heure avec Micode. Bah, vous aussi, la création, c'est on va dire, le terreau de votre métier. Finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, Bertie, a modifié, on va dire, bouleversé un peu le quotidien d'une grande agence comme la vôtre? Oui, terriblement. Bonjour d'abord. Bonjour François, bonjour Julie, Pierre, Micode. Je suis ravie parce que Micode, je crois qu'on a travaillé il y a très peu de temps pour un grand télécom ensemble. Oui, énormément. Et en fait, si on mesure une innovation par la vitesse à laquelle elle est appropriée par ses publics, on peut se dire qu'on est face à une vraie révolution. C'est-à-dire que le virtuel, on en avait parlé beaucoup, le VR, etc. Mais on voyait pas bien ce que ça allait donner. Là, on voit la vitesse à laquelle les créatifs se sont emparés de l'outil, à laquelle la production s'est emparée de l'outil, à laquelle le planning stratégique s'est emparé de l'outil. Donc, ce qui est intéressant, là, je vais reprendre un peu des choses qui ont été dites, c'est qu'on est passé d'abord par une phase d'excitation un peu exploratoire, c'est-à-dire que tout le monde a essayé ChatGPT, a essayé Midjourney, DALL-E, peu importe les outils.
Donc à essayer finalement de faire de la recherche d'informations, à essayer de faire de la production d'images, à essayer de faire de la production de films, on va se dire c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus petit pour l'instant, à essayer de faire de la production de voix, et nous on est assez loin finalement déjà dans la production de voix. Tout le monde a essayé de faire ça un peu de façon empirique au départ, et puis très vite on s'est aperçu que grâce à ces outils, je dirais qu'il y a au moins deux choses qui s'opèrent. La première, c'est on réussit à faire à la machine les choses qu'on n'a pas très envie de faire ou qui prennent du temps normalement, et ben on les fait beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gains de productivité. Donc c'est là où je vais intéresser à l'ensemble des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que d'abord, la première chose dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est qu'on parle souvent de gains de productivité. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire comme gain de productivité? Mais quand on veut faire de la création, ce que font nos métiers, etc., très rapidement, on se dit, au-delà des gains de productivité, est-ce que finalement ça peut être un nouvel outil au service de la création? Et là, ça devient très intéressant parce que finalement, vous avez des potentialités créatives grâce à l'intelligence artificielle que vous n'auriez pas non plus à taille humaine. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça remplace le talent humain, au contraire. Je vais vous donner un exemple parce que sinon, ça devient un peu flou pour les gens. Quand vous voulez faire une image pour du parfum, imaginons que je fasse une image pour du parfum et que je veuille faire une nature morte avec des fleurs, de l'eau, des trucs, etc. Je vais prompter, je vais demander à la machine, je voudrais une image avec du parfum, des trucs, avec des fleurs, etc. Si je fais ça, je vais avoir une image toute pourrie. Mais je vous le dis, hein, généralement c'est affligeant, c'est à peu près le niveau CM2 du dessin, donc c'est horrible. Par contre, si je commence à avoir des gens qui promptent, qui sont des créatifs, donc eux, ils vont être capables de parler en fonction de si c'est des bons directeurs artistiques, où est-ce que je veux de la lumière? Est-ce que c'est une lumière du matin ou une lumière de l'après-midi? Est-ce que ma fleur, c'est une fleur en début de vie ou une fleur en fin de vie? Est-ce qu'il doit y avoir de la nature ou pas de la nature? C'est quoi l'arrière-plan qu'il y a derrière ça? Et là, vous voyez que le travail de prompt dont on parle depuis le départ, hein, le travail des gens qui rentrent les lignes dans la machine, ça devient un travail qui n'a absolument pas la même valeur s'il est porté par quelqu'un qui a une intention. Et là, on est bien dans le domaine de l'humain, c'est quelle est mon intention, qu'est-ce que je vais chercher finalement derrière la machine, que par quelqu'un qui n'en a pas. Et par quelqu'un qui a une connaissance de son métier, je sais quel type de photographie je veux arriver, je sais quel type de lumière je veux arriver à produire, je sais quel type d'objet je veux réussir à mettre en valeur, que par quelqu'un qui n'en a pas. Donc en fait, je dirais que dans une entreprise comme la nôtre, mais comme beaucoup d'entreprises, et c'est un gros, je pense que c'est un enjeu énorme pour les entreprises françaises aujourd'hui, c'est vous passez par une phase d'exploration, et puis lentement, vous allez basculer de l'exploration à la stratégie. Donc c'est un peu ce que Micode est en train de vous raconter sur la stratégie, c'est la stratégie, ça devient, faisons un audit de toute l'entreprise. Demandons-nous à quel endroit elle peut faire gagner de la productivité, à quel endroit elle peut faire gagner de la créativité, à quel endroit elle peut faire gagner de la profondeur et du sens, parce que le planning stratégique, les gens chez nous qui font du développement, ça peut leur permettre d'aller plus vite, plus profondément dans les sujets. Donc, et en fonction de ça, organisons un plan de développement de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et là, vous arrivez au nerf de la guerre, parce que moi, ce matin, j'ai fait mes devoirs et j'ai lu la lettre du président du MEDEF qu'il a adressée au président de la République et aux députés sur l'état de la croissance en France et l'état de l'investissement et de l'innovation. Je vais vous dire que très vite, avant d'être un plan de productivité, c'est un plan d'investissement. Il vous faut combien de millions pour faire diffuser cette connaissance, pour partager la formation avec tous vos salariés, pour faire gagner des points de part de marché, des points de productivité à des endroits qui peuvent le faire. Et finalement, au service de quelle stratégie vous placez l'intelligence artificielle dans votre entreprise? Nous, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est un plan de transforme de BETC. Alors, on s'est amusé parce que cette année, c'est nos 30 ans. Et donc, on se disait qu'il y a 30 ans, quand on est devenu BETC, on est allé voir notre actionnaire, à l'époque, c'était Havas,
Et on leur a dit, il y a un truc dingue qui apparaît, ça s'appelle l'ordinateur. Et je vous jure, on ne va plus travailler comme avant. Et là, ils nous ont regardé et dit, oh, bah, ça a l'air un peu cher quand même ce que vous nous proposez, vous n'êtes pas sûr qu'on pourrait faire sans? Et puis, on a dit non, je crois pas. Et ils ont financé ça. Et heureusement qu'ils ont financé ça parce que je pense que sinon, il n'y aurait plus beaucoup de BETC aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que tout le monde nous dise, en fait, on va gagner de la productivité avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il est très important qu'on soit tous conscients qu'il va falloir du talent. C'est-à-dire, moi, c'est des équivalents temps plein, vous voyez, des ETP. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont dans la salle savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des ETP qui doivent se consacrer finalement aujourd'hui à travailler sur ces sujets-là. Et c'est de l'argent pour investir dans les outils, dans la formation des gens, dans votre courbe d'apprentissage, avant que ça devienne véritablement un objet de création de productivité pour l'ensemble de l'entreprise. Bertie, c'est aussi peut-être l'opportunité de créer de nouveaux métiers, non? Parce que quand vous nous disiez justement prompteur, on voit que c'est un nouveau métier qui mêle, quand vous prenez votre exemple de photographie d'un parfum, ben voilà, des connaissances de photographie, mais aussi d'infographie, etc. C'est des nouveaux métiers, ça, non? Oui, puis c'est des métiers. Alors, c'est des nouveaux métiers, oui et non. Alors, j'aime bien ce que dit Micode, parce que, sans paraphraser, en fait, on va combiner des outils. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand même, il y a des propriétés intellectuelles. Chez nous, les gens, ils produisent des images pour faire des maquettes, mais on leur interdit de publier. Donc, pourquoi on leur interdit de publier ces images? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, sur des sites comme Midjourney, sur des sites et d'autres, les images que vous produisez, bah, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dise bah, la personne derrière c'est moi, l'endroit, cette photo elle est inspirée de mon truc, etc. Donc elles ne sont pas libres de droit et puis nous on respecte la propriété intellectuelle, on en parlait des trucs, il faut bien financer tout ça, il faut bien que les gens puissent continuer à créer. Mais du coup ce qu'on fait c'est qu'on combine des outils. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple vous combinez la 3D et l'intelligence artificielle. Donc, en fait, vous allez d'abord avoir une intention photographique. Vous allez dire, moi, par exemple, pour un décorateur, pour quelqu'un, imaginons une grande marque qui fait de l'équipement de la maison et du bricolage. Vous allez dire, bah, moi, je veux faire une image d'un monsieur en train de tondre sa pelouse et derrière, il passerait derrière un arbre où il y aurait un petit oiseau et un truc, machin. Et ça, moi, je vais commencer par le modéliser en 3D. Et ensuite, c'est ça que je vais rentrer dans la machine. Et c'est à partir de là que je vais faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et du coup, je vais produire une image propriétaire parce que la base de l'intention de l'image, elle appartient à la première maquette que j'ai réalisée en 3D. Ça devient un peu technique, hein, mais je suis désolée. En fait, ce que je veux vous dire, qui est peut-être plus simple pour tout le monde, c'est de se dire, en fait, il faut commencer par explorer. Là, on découvre un peu comme dans les lois de Schumpeter, les endroits où ça bloque, les endroits où on n'a pas de, en fait, légalement, on n'est pas assuré, les endroits où truc, et on va combiner pour arriver à trouver les bons systèmes pour permettre véritablement d'innover. Merci beaucoup, Bertie. Pierre, c'est intéressant ce que disait Bertie concernant on va dire, cette génération qu'on a connue de l'informatique et de l'Internet il y a 30 ans, et l'exemple qu'elle donnait avec BETC qui, voilà, l'agence il y a 30 ans voulait investir beaucoup dans les ordinateurs. Est-ce que vous qui avez travaillé chez Orange, qui suivez tout ça, le numérique depuis toutes ces années, c'est une révolution qui est aussi importante que l'Internet qu'on est en train de vivre et qui nécessite donc des investissements importants au sein de l'entreprise? Oui, je vous disais, j'étais il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Les gens qu'on rencontre aussi bien chez Microsoft, Google ou dans les grands journaux américains disent, pour ceux qui ont notre âge à peu près, pas le tien, mais le nôtre à tous les deux, un petit peu, oui. Ils disent je pensais pas revivre ça. En fait, j'ai vécu l'arrivée d'Internet. Moi-même, j'étais entre guillemets considéré comme un des pionniers en France. On faisait les premiers sites web ever pour la Générale, Peugeot, plein de marques. Bon, j'ai vécu ça. Je pensais pas revivre. Et en fait, ils semblent et ils disent qu'on revit ça avec cette irruption
parce qu'elle est complètement pervasive, si j'ose dire. Elle est à tous les étages de l'entreprise, du travail, de la société, de la réflexion. Ça concerne à peu près tout, quoi. Tout va être envahi de la même façon qu'Internet a envahi nos vies, hein, et a créé des nouveaux usages. Alors moi, je rejoindrais volontiers ce qui a été dit précédemment sur le besoin de formation. Oui, s'y préparer. Deuxième besoin, chaque entreprise devrait, ou est déjà d'ailleurs en train de mener un plan IA dans sa propre... Nous, on a regardé par exemple toute la chaîne de production journalistique. On peut décomposer en plus d'une centaine de fonctions la façon dont on travaille. Et on se dit à quel endroit l'IA va-t-elle intervenir, accélérer, faciliter, remplacer. Et si elle remplace, libérer du temps pour faire autre chose. C'est pas libérer des gens, c'est libérer du temps pour faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et puis le troisième élément qui me paraît important, mais on n'en parle pas si souvent, c'est que, encore une fois, ça appelle à une petite couche de réflexion éthique, en fait, sur les usages, l'éthique. Qu'est-ce qu'on en fait ? De plus en plus, on a des moyens surpuissants. On peut produire du faux, on peut produire de... Nous-mêmes, on est en permanence, il faut le dire, victimes aussi d'attaques dans lesquelles il y a des captations de sites, des volontés de désinformer à travers nos marques. Enfin bon, donc on se bat toute la journée pour ça, mais c'est permanent. Et ça va être décuplé par la production de faux, la production non seulement de fausses nouvelles, mais de fausses têtes, de faux langages, de faux sons, comme tu le mentionnais. Donc cette couche-là, éthique, morale, bon emploi, bonne compréhension, travail... Voilà, je pense que ça redonne aussi des lettres de noblesse à cette recherche-là. Enfin, le dernier point, c'est, puisqu'on est dans un endroit aussi... Rapidement, Pierre. Très vite. Oui, on s'adresse à tous les entrepreneurs. On donnera la parole à Julie. Et au gouvernement. Ah oui, bien sûr, je ne veux pas enlever du temps de Julie, mais ça appelle de la part du gouvernement effectivement une réflexion sur la sociologie, parce que ce sont surtout les emplois intermédiaires qui sont les plus menacés, visiblement. Hein. Et là, il y a un besoin de travail spécifique, de formation en formation dans ces emplois-là. Et je pense que ça, c'est vraiment une mission tout à fait gouvernementale, pour le coup. Julie, justement, vous nous écoutez depuis tout à l'heure, depuis New York. Quel est votre sentiment sur tout ce qu'on a dit ? Peut-être un focus sur la transformation des emplois, peut-être, et le fait que pour les entreprises, il va falloir réagir ? Oui, pour les entreprises, il va falloir réagir, mais peut-être que j'aurais justement sur cette question de l'éthique, je pouvais ouvrir sur deux dimensions pour terminer. La première, le fondement de l'IA. On utilise de l'IA, mais qu'est-ce qu'on utilise exactement ? Quels sont les biais des modèles qu'on utilise ? On a vu ce qui s'est passé avec Gemini AI au moment du lancement récemment. Et la deuxième, qui est le futur de l'IA, je dirais implantée, puisqu'on a parlé beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui sont des outils externes, qui sont dans nos ordinateurs. Mais quid de l'IA dans des implants comme l'envisage Elon Musk ? Parce que hier, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, je crois que ça l'est de moins en moins. Et en tout cas, l'objectif de Elon Musk, c'est la symbiose entre l'homme et la machine. Et donc, par conséquent, on peut s'interroger dessus quand on voit qu'il y a quelques jours, le premier tweet du premier homme implanté par Neuralink a été fait sur Twitter, sur X. Donc, je crois que c'est ces deux dimensions qu'on va voir venir rapidement et qu'on doit questionner, en particulier celle des fondements des modèles LLM que les entreprises vont utiliser. Parce que ça va impacter la culture d'entreprise nécessairement, dans la mesure où, en tout cas, on peut se demander, est-ce que l'entreprise pourrait choisir potentiellement les biais qu'elle accepte en fonction de ses propres valeurs, sa propre culture, et pas nécessairement ceux imposés par Google ou les grandes entreprises qui créent ces modèles. Ce que disait Pierre ou Bertie, qu'on est en train de vivre là une révolution équivalente ou même encore plus puissante que l'arrivée de l'Internet et de l'ordinateur il y a une trentaine d'années. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, je crois qu'effectivement, c'est sans doute la plus grande révolution parce que, comme on le disait, elle va non seulement changer notre façon de travailler, elle est en train de changer notre façon de travailler. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Ce sont les emplois qui sont ni seniors, ni tout à fait jeunes qui vont être le plus impactés. Aujourd'hui, pour coder quelque chose de simple, hein, donc ces codeurs qui sont si nombreux dans ces GAFAM, on gagnait tellement de productivité, c'est devenu beaucoup plus facile de coder aujourd'hui. Ce qui est dur, c'est de créer le code de Facebook. Voilà, c'est vraiment les programmes les plus complexes. Mais je crois surtout aussi, comme je le disais au début, et ce sera du coup la boucle est bouclée, c'est que ça va transformer notre rapport au monde à chacun, dans nos vies de tous les jours, au quotidien, comme l'expliquait Micode tout à l'heure, puisqu'il s'intéresse à la manière dont ça impacte nos vies en permanence. Ça va clairement envahir nos environnements privés. Et la question de la confidentialité de toutes ces données qu'on va donner à la machine aussi va se poser très largement.
Dernière question, vous êtes franco-américaine, vous vivez, je le disais, à New York. Est-ce que les Américains perçoivent, en tout cas les entrepreneurs américains, perçoivent l'IA d'une manière différente de la nôtre, à votre avis? Je crois qu'il y a une appétence au risque plus élevée aux États-Unis, qu'ici on a tendance à faire et ensuite à voir si on régule peut-être. En tout cas, les Américains voient l'Europe comme un territoire où on a tendance à beaucoup plus réguler en amont, alors qu'ici, il y a quand même vraiment un désir de tenter l'aventure, de tester un goût du risque, quoi. Merci beaucoup, Julie. Julie, donc, depuis New York, et merci à vous tous pour ces échanges passionnants. Merci Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos, Le Parisien. Merci à Micode, donc, que vous pouvez retrouver sur YouTube, entre autres, avec tes 2 chaînes. Merci à Bertie Toledano, donc, de BETC, pour toutes ces explications passionnantes. Et merci donc à Julie Girard. Et merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit en présentiel ici ou en vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. La suite de cette REF numérique avec des ateliers qui vous attendent. Merci en tous les cas.